La matinale d'Europe 1. Nico Saliagas. Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, est votre invité, Audrey Crespo-Mara. Bonjour Jean-Michel Blanquer. Bonjour. Vous êtes devenu l'emblème du ministre macroniste. À propos du remaniement, le président de l'Assemblée nationale a dit « Il faudrait un Jean-Michel Blanquer de l'intérieur ». Alors c'est forcément flatteur. Quelles sont les qualités qui font du ministre de l'Éducation le meilleur élève ? Je suis sans doute le moins bien placé pour le dire. Vous avez une petite idée quand même. Je n'ai pas de vraie réponse à cette question. Non, je pense qu'on est tous attelés au gouvernement à faire de notre mieux. Et voilà, on me prend comme exemple, mais on pourrait prendre certains de mes collègues sans aucun problème. Enfin, vous voyez bien qu'Emmanuel Macron cherche donc un Blanquer de l'intérieur. Et votre nom est même devenu un verbe. Il faut blanqueriser le gouvernement, dit-on en haut lieu. Oui, alors même commentaire. Je sais pas que voulez-vous que je vous dise? Non, je trouve que évidemment c'est flatteur, mais je pense qu'on pourrait aussi le businiser, le pénicoiser, etc. C'est-à-dire faire en sorte que nous soyons tous bien donc dédiés. Donc les ministres qui sont spécialistes dans leur domaine. Vous parlez d'Agnès Buzyn. Oui, je pensais deux exemples, mais je pourrais en prendre d'autres. Je pense que chacun est à son travail et fait, je crois, du bon travail, contrairement à ce qu'on peut entendre parfois dans beaucoup de médias. En fait, vous savez si c'est pour bientôt ce remaniement ? Oui, forcément, bien sûr, c'est pour bientôt, oui. Histoire d'heure. Les cours. Ouais, je pense que dans les 24 heures, il y en aura un, oui, bien sûr. Alors vous, en tout cas, vous poursuivez vos réformes. À la rentrée, vous avez fait procéder aux évaluations des élèves de CP et de CE1. Et aujourd'hui, vous en révélez les premiers résultats. Est-ce que le niveau est aussi mauvais qu'on le dit ? Non, je ne dirais pas ça. Je rappelle qu'il s'agit d'évaluations qui sont en début de CP et en début de CE1. Le but, c'est d'aider les élèves. Et chaque élève de manière très individualisée. D'ailleurs, chaque parent d'élèves de CP et de CE1, c'est-à-dire les parents de 2 fois 800 000 enfants, vont recevoir ces jours-ci un petit portrait de leur enfant, leur permettant de voir les forces et les faiblesses. Quand on fait ça en début d'année, c'est fait pour aider. C'est fait pour aider le professeur, qui ainsi a un portrait très précis des compétences, et aider aussi les parents, et aider la communication parent-professeur, parce que comme ça on peut dire ah tiens, il y a ceci à améliorer en connaissance des nombres, ceci à améliorer en phonologie, c'est-à-dire en connaissance des syllabes. Toutes ces choses sont là pour aider. Donc ce qui est important, c'est qu'on réussisse à faire ça à l'âge de 6 ans, à l'âge de 7 ans, plutôt que ce qu'on a avec les évaluations internationales, qui est souvent vers l'âge de 15 ans par exemple, où là par contre, quand il y a des retards accumulés, c'est embêtant. Alors quels sont ces résultats précisément ? Alors ça rentre dans beaucoup de détails. Vous savez, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça n'est pas superficiel. Il y a beaucoup d'éléments. On peut dire par exemple qu'il y a 23% des élèves qui ont un problème avec la manipulation des phonèmes en entrée de CP, c'est-à-dire qu'ils reconnaissent pas bien une syllabe. Or, on sait que c'est une condition d'entrée dans l'écriture et la lecture. Donc avec ces 23%-là, il va falloir travailler en ce début d'année pour que ce soit bien acquis. Ça nous fait réfléchir aussi sur ce qui doit se passer en grande section de maternelle en la matière. Il y a 8% des élèves qui sont en difficulté pour reconnaître des nombres dictés de 1 à 10. Donc 8%, c'est pas un chiffre trop important, mais néanmoins, ces 8%-là, il va falloir beaucoup travailler avec eux, parce que les nombres dictés, on doit les reconnaître quand on rentre en CP. Donc là encore, c'est un travail à la racine. En CE1, on a 30% des élèves qui lisent moins de 30 mots par minute. Le standard, c'est 50 mots par minute. Et votre rapidité de lecture, de décodage, c'est une condition de compréhension d'un texte. Donc, si à l'âge de 7 ans, c'est en début de CE1, on est capable de voir ce petit problème chez vous, eh bien, on a une année pour le résoudre, et donc c'est un levier positif. Alors Jean-Michel Blanquer, ces difficultés, vous les attribuez surtout à des problèmes sociaux et familiaux. Que peut faire le super ministre pour remédier à cela ? Alors c'est pas seulement des problèmes sociaux et familiaux, mais parmi les problèmes, il y a évidemment les circonstances familiales de chaque enfant. Vous savez que quand vous avez 4 ans, vous pouvez avoir entendu 30 millions de fois des mots, enfin 30 millions de mots de plus qu'un autre enfant, selon votre milieu familial. Donc, il est évident que 2 enfants qui arrivent même à l'école maternelle sont déjà dans une situation d'inégalité vis-à-vis du langage. Et que peut faire l'école doit compenser ça, c'est évidemment son rôle. C'est pour ça que j'insiste tant sur l'école maternelle, c'est pour ça qu'on va rendre l'instruction obligatoire à 3 ans, c'est pour ça qu'on a toute une série de mesures, comme l'encouragement, par exemple, de la lecture à voix haute à l'école maternelle, l'encouragement aussi des activités culturelles, de la musique, d'éléments comme ça qui sont très positifs pour le développement cognitif des enfants. Et puis,
le dialogue parents-école. Parmi les choses qui font le plus progresser l'école, il y a la qualité de la relation entre les parents et l'école. Et donc, si au travers de ce petit portrait de début d'année de chaque enfant, on peut en quelque sorte pousser la relation parents-école pour discuter de ce qui fait progresser l'enfant, eh bien on progressera tous. Alors on parle de l'évaluation des élèves, parlons aussi de celle des profs. Aujourd'hui, vous présentez aux professionnels de l'éducation une loi pour l'école qui sera votée dans les prochains mois à l'Assemblée nationale. J'aimerais qu'on s'arrête sur une première mesure qui risque de faire parler d'elle, création d'une instance chargée d'évaluer la qualité de l'enseignement scolaire. Concrètement, qu'est-ce que cette instance va évaluer? Les enseignants? Sur quels critères? C'est une instance qui aura pour mission de nous donner cette fois-ci un portrait de la France et un portrait de chaque établissement de France. C'est un engagement du président de la République. Pendant la campagne, il avait été très clair sur ce point. Nous sommes en train de le mettre en œuvre, comme d'ailleurs l'ensemble des engagements. Et cette instance nous permettra là aussi d'avoir un levier de progrès. Parce que le but, c'est pas d'évaluer pour évaluer. Évaluer c'est de se les dire... profs? Non, en l'occurrence, les professeurs aujourd'hui sont évalués au travers des inspections. Personne n'est très satisfait de ce système. On va faire évaluer ça dans un sens plus constructif d'ailleurs. De même qu'on va avoir une gestion des ressources humaines, beaucoup plus de proximité dans un sens plus constructif. On va donner un cran de maturité en plus à notre système. C'est une école de la confiance où l'objectif... Vous répondez pas sur qui sera évalué? C'est d'abord l'instance d'évaluation, elle n'évalue pas les personnes, elle évalue les structures. Autrement dit, elle évalue les écoles et les établissements. Ça, la loi porte sur ce point-là et uniquement ce point-là. Donc ça signifie que dans le futur, vous pourrez dire d'un établissement qu'il est dans telle situation et que donc, en 4 ou 5 ans, on peut se donner l'objectif de le faire aller vers un progrès grâce à l'évaluation. Donc il n'y aura pas plus d'évaluation des professeurs, si ce n'est les inspecteurs? Non, ce sera très différent surtout. On doit faire évoluer l'inspection telle qu'elle existe aujourd'hui. Vous savez, c'est un mécanisme parfois un petit peu infantilisant aujourd'hui. Donc les mesures qui seront prises dans la matière sont au bénéfice des professeurs. Et puis c'est pour davantage accompagner les professeurs dans leur carrière. Autre mesure qui ne sera pas sans faire réagir, vous voulez réorganiser la formation des enseignants. L'un des problèmes de l'école, c'est la formation, c'est donc le niveau des profs? Oui, c'est pas le niveau des professeurs, mais c'est la formation des professeurs. C'est-à-dire, il y a 2 facteurs majeurs d'évolution d'un système éducatif. Il y en a beaucoup, mais les 2 principaux, c'est celui que je mentionnais tout à l'heure, la relation parent-école, parce que tout ne relève pas de l'école et qu'il faut de la coéducation. Et le deuxième, c'est la formation des professeurs. Notre système de formation aujourd'hui n'est pas pleinement satisfaisant, c'est le moins qu'on puisse dire dans certains cas. Et donc, dans une concertation avec tous les acteurs, on est en train d'élaborer un nouveau système qui sera inspiré de ce qui se fait de mieux dans le monde et qui conciliera l'excellence de la formation avec le pragmatisme de la formation. Et qu'allez-vous faire pour lutter contre l'avancée des communautarismes à l'école? La semaine dernière, en effet, Europe 1 révélait une note des services de renseignement listant des comportements problématiques en milieu scolaire, et le lendemain, vous révéliez que ces derniers mois, plusieurs centaines de cas d'atteinte à la laïcité avaient été traités. La religion menace à nouveau l'école de la République, et là encore, que pouvez-vous faire? Vous savez que j'ai décidé de prendre ce problème à bras-le-corps dès que je suis arrivé. On a créé un conseil des sages de la laïcité à l'échelle de l'éducation nationale. On a créé des équipes laïcité dans chaque académie de France, dans chaque rectorat, de façon à venir dans chaque établissement, chaque fois qu'un problème se pose de ce type. Et puis on a créé une adresse dédiée pour tous les personnels de l'éducation nationale qui peuvent nous saisir d'un problème qu'ils rencontrent. Souvent c'est un problème petit, moyen ou grand, mais ils peuvent le signaler. C'est comme ça qu'on a maintenant le genre de chiffres que vous venez de dire, parce qu'on ne met pas les problèmes sous le tapis, on regarde les choses comme elles sont. Donc ça aboutit à plus d'1 millier de signalement. Il y a 400 cas dont 600 étaient des toutes petites choses et 400 ont mérité des interventions. Et aujourd'hui, c'est donc un sujet pour lequel, si vous voulez, on montre une République ferme sur ses 2 pieds. Ni on ne minimise, ni on ne caricature le problème, parce qu'il y a des choses vraiment d'ordre très différents qui se passent. Mais le message à tous, c'est, et je crois que c'est en train de passer très bien dans les établissements, y compris vis-à-vis des élèves avec qui je parle de ça et qui demandent des règles du jeu. Et notamment les règles de la laïcité qui permettent à chacun d'être lui-même ou elle-même dans le contexte scolaire. Donc finalement, ce sont des mesures d'une République sereine. Nico, c'est une question à vous poser. On a reçu ce matin, monsieur le ministre, Joël Demiel, il est le président de l'association SOS Homophobie. Il a une question à vous poser concernant l'homophobie à l'école. Il faut que le ministre sorte une campagne de sensibilisation nationale de lutte contre l'homophobie à l'école pour sensibiliser les élèves, mais aussi les personnels pédagogiques à l'existence, à la persistance de l'homophobie en milieu scolaire. Ça fait partie de vos priorités ? Absolument. Je pense qu'il a évidemment tout à fait raison. C'est d'ailleurs prévu. Le 8 novembre prochain, vous savez, c'est la journée de la lutte contre le harcèlement scolaire. J'irai d'ailleurs avec Brigitte Macron dans un établissement pour bien signifier que c'est un point important, parce que c'est un thème qu'elle a décidé de prendre bien en main. Et parmi les éléments malheureusement importants et graves du harcèlement scolaire, il y a l'homophobie. L'homophobie, elle est toujours le signal, je dirais, d'une bêtise, bien sûr, d'une ignorance aussi, et finalement de cette méchanceté de tous les jours
totalement inutiles qui empoisonnent la vie des élèves. Et puis elle nous renvoie à nos valeurs, tout simplement. Et les valeurs de la République, c'est qu'on se respecte les uns les autres. Donc bien sûr, on doit lutter contre l'homophobie, et bien sûr, ce sera volontariste. Et ça nous renvoie à des enjeux finalement beaucoup plus larges même que l'homophobie, qui sont les valeurs que l'on veut faire passer à nos enfants, c'est-à-dire se respecter les uns les autres, être comme nous sommes et comme nous aimons être, et bien vivre ensemble avec nos différences. Merci Jean-Michel Blanquer.